Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment finalement les 0,01% arrivent à exploiter le reste de la population et comment s'en sortir. Alors, je dirais que le premier responsable de l'appauvrissement de la population, c'est l'État. En effet, l'État, c'est celui qui rackette tout le monde globalement. Et il le fait grâce évidemment aux impôts, aux taxes et aux charges sociales. Alors je vais prendre un exemple très simple. Si par exemple votre entreprise vous verse un salaire brut de 100 €, eh bien, en réalité l'entreprise paye des charges sociales, différentes taxes, qui fait que pour un salaire de 100 €, en réalité l'entreprise va payer environ 150 €. 100 € pour vous et 50 € pour l'État. Sur les 100 € que vous êtes censé percevoir, en réalité, vous allez vous aussi payer des charges sociales, environ 20 € de charges sociales, et on va prendre, pour simplifier, environ 5 € d'impôt sur le revenu, de CSG, CRDS, etc. Et donc au final, l'entreprise à payer en réalité pour votre salaire 150 et vous ne percevez en net que 75. C'est-à-dire la moitié. Donc en fait, l'État se sert, c'est-à-dire l'État prend la moitié sur votre salaire et vous percevez l'autre moitié. Et pour les gens qui ont des salaires relativement bas, par exemple au SMIC, on peut dire qu'effectivement l'État ne prend environ 50%. Mais pour les revenus plus élevés, qui sont notamment dans des tranches d'imposition plus élevées, eh bien on peut estimer que l'État va prendre entre 50 et 75% du salaire qui a été payé en réalité par l'entreprise. Et tout ça grâce à plus de 1000 taxes en France. Donc il y a l'impôt sur le revenu qui est le plus connu, mais il existe plus de 1000 taxes en France. Donc l'État se sert entre 50 et 75% de vos revenus. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que si l'État ne prélevait pas ces 50%, voire plus, eh bien, les salariés, notamment, pourraient tout simplement épargner cet argent et le placer tous les mois sur un compte d'épargne ou d'investissement. Donc je vais prendre par exemple un exemple très simple, c'est-à-dire quelqu'un qui est au SMIC, en réalité, devrait devenir millionnaire si l'État ne lui ponctionnait pas la moitié de son revenu. Le SMIC aujourd'hui est à... le SMIC net, il me semble qu'il est à 1100, 1200 ou peut-être 1300 € par mois. Comme l'État prend la même chose, eh ben on pourrait estimer que quelqu'un qui est au SMIC pourrait en réalité épargner au moins 1000 € par mois et le placer par exemple à 5% d'intérêt. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible de faire 5% en moyenne d'intérêt sur son capital. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on épargne tous les mois avec un rendement, eh bien, ça génère des intérêts qui vont eux-mêmes générer des intérêts, etc. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Et c'est le moyen le plus efficace de constituer un capital. Et donc, quelqu'un qui est au SMIC, si au lieu de se faire ponctionner 1000 € par mois par l'État, eh bien, il les plaçait à 5%, eh bien, sachez qu'il serait millionnaire au bout de 34 années. Et oui, millionnaire au bout de 34 ans de travail. Et l'intérêt des intérêts composés, c'est que ça va de plus en plus vite. Et donc, il deviendrait multimillionnaire, c'est-à-dire qu'il aurait 2 millions de capital au bout de 46 ans. Donc en réalité, si l'État n'exerçait pas son racket, il n'y aurait pas de pauvres quasiment en France, puisque même les gens qui perçoivent le salaire minimum, au bout de 34 ans, deviendraient millionnaires
et au bout de 46, multimillionnaire. Alors, pour quelqu'un qui est, pour le salarié moyen, je crois qu'en France le salaire moyen est à peu près de 2000 €, eh bien si l'État ne ponctionnait pas 2000 € par mois, eh bien le salarié moyen français serait millionnaire après 24 années travaillées. Oui, 24 ans. C'est-à-dire que quelqu'un qui commencerait par exemple à 20 ans serait millionnaire normalement à 44 ans. Il serait multimillionnaire au bout de 34 ans. Il aurait 2 millions au bout de 34 ans, 3 millions au bout de 42 ans et 4 millions au bout de 46 ans. Maintenant, prenons quelqu'un qui a un revenu un peu plus élevé que la moyenne, 3000 €. Eh bien, il serait millionnaire après seulement 19 ans travaillés. Il aurait 2 millions d'euros après 28 ans, 3 millions après 34 ans, 4 millions après 40 ans, 5 millions après 43 ans et 6 millions à partir de 46 ans. Donc, vous voyez que devenir millionnaire, c'est pas si compliqué si on a la capacité d'épargner 1000, 2000 ou 3000 € par mois. Mais ce qui est évidemment en France extrêmement difficile puisque l'État ponctionne la population. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous avez 1 million d'euros qui rapporte 5%, eh bien, ça vous fait un revenu de votre capital de 50 000 € par an, soit plus de 4 000 € par mois. Si vous avez 2 millions de capital, ça vous rapporte 100 000 € par an, soit 8 330 € par mois. Et donc, il faut comparer ça avec le régime de retraite par répartition, où aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, la retraite moyenne des Français est de 680 € par mois pour le régime général, c'est-à-dire la sécurité sociale, hors retraite complémentaire. Si vous êtes cadre et que vous avez travaillé dans une grande entreprise, en général, vous avez aussi une retraite complémentaire, mais en moyenne, les retraites rapportent 680 € par mois aux retraités. Donc on comprend que les retraités commencent à manifester dans les rues et qu'une grande partie se retrouve dans une situation de précarité, quand bien même ils ont travaillé 40 voire plus, 40 ans voire plus. Et donc on voit bien l'énorme gâchis qui a lieu dans ce système. Si l'État effectivement, alors en plus quand je prends 5% c'est aujourd'hui, il y a 10, 20, 30 années on pouvait faire quasiment sans risque des rendements plus élevés que ça à cause de l'inflation et des taux plus élevés. Mais même aujourd'hui, en fait, si quelqu'un travaille même au revenu minimum, donc au SMIC, et si au lieu d'être ponctionné de 1000 € par mois, il épargnait ces 1000 € par mois, il serait millionnaire. Alors, il n'y a pas que les salariés qui sont ponctionnés, évidemment, les entrepreneurs sont énormément ponctionnés aussi. Quand un entrepreneur vend un produit ou un service 100 € TTC, eh bien, dessus, il va payer la TVA. S'il se verse un revenu, il va payer des charges sociales. S'il est en société, qu'il a des bénéfices, il va payer l'impôt sur les sociétés. S'il se verse des dividendes, il va payer l'impôt sur les dividendes et l'impôt sur le revenu. Les dividendes rentrent dans le revenu, mais bon, c'est imposé quand même à la fin. Et donc, pour les entrepreneurs, donc en fonction de la solution qu'ils ont choisie, entrepreneur individuel ou en société, eh bien, on définit ce qu'on appelle le jour de libération fiscale, c'est-à-dire le jour où l'entrepreneur a fini de payer ses impôts et ses charges, etc. Et où enfin il travaille pour lui. Et donc, en fonction des entrepreneurs, ils sont imposés de 50 à 80%, ce qui veut dire en réalité que les entrepreneurs travaillent pendant 6 mois, voire 7, 8 ou 9 mois, pour simplement payer
les impôts, les charges sociales à l'État. Donc, est-ce que quand on est entrepreneur, normalement on le fait pour être libre et indépendant? Est-on vraiment libre et indépendant quand finalement on passe les 6 premiers mois de l'année ou voire les 9 premiers mois de l'année à travailler simplement pour payer l'État? Alors le racket de l'État ne s'arrête pas là. On a vu qu'il rackettait sur le revenu, donc 50 à 75 voire 80%, mais il va également vous racketter sur la consommation, sur ce que vous achetez et consommez, puisque quand vous achetez un produit ou un service, eh bien vous allez payer la TVA. Dans le prix, il y a le coût de la main-d'œuvre, il y a toutes les différentes taxes, il y a l'impôt sur les sociétés, ce qui fait qu'au final, entre le prix que vous payez et le coût réel du produit, eh bien vous allez avoir un surcoût d'au minimum de 20% jusqu'à 100%, voire même parfois beaucoup plus. Enfin, l'État vous raquette aussi sur l'investissement. Si vous avez été un bon épargnant et que vous avez épargné et investi votre argent, et que vous avez le bonheur de faire par exemple des plus-values, eh bien vous serez racketté sur l'investissement. Voilà, je n'ai pas cité le racket sur la transmission. Si vous mourrez, vos enfants seront aussi rackettés sur le patrimoine transmis. Voilà, mais bon. Et malgré tout ça, malgré tout ce racket qui est gigantesque finalement, c'est vraiment un vampire financier et économique, eh bien l'État français arrive malgré tout à être en déficit, et un déficit abyssal qui se creuse d'année en année. Voilà. Et le problème, c'est que c'est une courbe exponentielle. Au moment où je fais cette vidéo, les taux sont relativement bas, mais si les taux se mettent à monter, et ils monteront un jour, c'est une certitude, eh bien cela aboutira à une quasi-faillite de l'État. Alors il y en a qui me diront, oui mais l'État ça sert quand même à quelque chose, ils font des routes, des écoles, machin et trucs. Bon, les routes ils en ont privatisé pas mal, hein, celles qui ont coûté beaucoup d'argent, les autoroutes. Et globalement, quand on regarde le budget de l'État, eh bien, on voit que c'est essentiellement des dépenses de personnel et de fonctionnement, hein, pour plus de la moitié, les intérêts de la dette, et ce qu'ils appellent les dépenses d'intervention. Donc ça, c'est de l'argent qui est distribué à droite à gauche. Mais pour ceux qui ont côtoyé des administrations publiques, eh bien, on sait qu'en réalité, dans toute administration, il y a à peu près, on va dire, 20% des fonctionnaires qui travaillent réellement et qui font un boulot utile. En général, ce sont les moins bien payés d'ailleurs, et ceux qui travaillent le plus. Et il y a 80% de gaspillage, c'est-à-dire de gens qui sont très bien payés à ne pas faire grand-chose, ou même à faire des dégâts dans le service public. Alors, ça n'a pas toujours été comme ça. Là, sur ce graphique, on a le taux de prélèvement obligatoire officiel, hein, ce sont les chiffres officiels. On voit qu'il était à peu près de 30% hein, à l'époque de De Gaulle, et qu'il est monté aujourd'hui à plus de 45%. Donc, la génération, je dirais, des baby boomers a été beaucoup moins taxée qu'aujourd'hui, que nous aujourd'hui, ce qui leur a permis de profiter quand même un peu plus que nous, d'épargner, d'investir, et en plus ils ont eu la chance d'avoir des marchés haussiers, notamment dans l'immobilier, dans les obligations et dans les actions. Malheureusement pour la génération actuelle et future, eh bien, on part avec une situation où finalement l'État rackette tout ce qu'il peut. Et comme il a le monopole de la violence, eh bien, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement, en tout cas pour la majorité. Voilà, c'est pour ça que moi je dis qu'on n'est plus dans un état de liberté, mais on s'oriente vers un état totalitaire, c'est-à-dire un état qui contrôle tout, qui absorbe toute l'activité économique,
et qui décide qui bénéficie de ces largesses. Alors, l'État, c'est un acteur. Donc on a vu, il raquette, il fait son boulot efficacement, en tout cas le boulot de raquette efficacement, le reste beaucoup moins efficacement. Mais il n'y a pas que ça. Donc le deuxième facteur, c'est la guerre économique qui oppose notamment les grosses entreprises aux toutes petites entreprises ou aux entrepreneurs individuels et aux salariés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les lois, notamment les lois votées par l'Union européenne, favorisent les grosses multinationales et pénalisent les petites entreprises, les petits entrepreneurs, les artisans, les commerçants, les professions libérales et même les salariés. Donc, quand l'État dit qu'il est en faveur des entreprises, c'est absolument faux. Il est en faveur des multinationales. Par contre, il pénalise les petites entreprises avec des réglementations, de la paperasse, des taxes, des impôts, des obligations à tout va, etc. Et donc ça bénéficie en réalité aux actionnaires de ces grandes multinationales qui donc sont de plus en plus dominantes et ce qui fait qu'au final le revenu qui vous reste pour consommer, eh bien la plupart des gens, la majorité des gens le remettent dans le circuit économique des multinationales, ce qui profite aux 0,01% qui détiennent ces multinationales. La réalité, c'est que même si les gens ont l'impression qu'il existe une multitude de marques, ce qui est vrai, en réalité, la multitude de marques est contrôlée par un tout petit nombre de multinationales qui sont elles-mêmes contrôlées par les mêmes actionnaires. Donc, vous voyez le schéma. Vous travaillez pour obtenir un salaire, l'État vous en raquette pas mal, et ce que vous consommez, finalement, vous le remettez dans un circuit économique fermé qui est contrôlé par toujours les mêmes. Alors tout ça se fait aussi grâce aux médias dominants, ce qu'on appelle les médias mainstream. Et ce qui est intéressant de noter dans les médias, en fait, c'est un message qui revient souvent de manière soit directe, soit indirecte, soit même parfois subliminale, qui revient à taper sur les riches. C'est-à-dire que le message, c'est « les riches sont des salauds ». Et donc indirectement, c'est-à-dire quoi? C'est vu que vous êtes une personne bien, restez pauvre. Voilà. C'est parce que si vous devenez riche, vous serez un salaud et mal considéré par les médias, la société, les politiques, etc. Et donc le message indirect en réalité c'est restez pauvre. Voilà. Le deuxième message qui a lieu dans beaucoup de magazines, notamment dans tout ce qui est magazine People, c'est de montrer des gens riches malheureux. Hein, avec comme idée derrière d'implanter la croyance que l'argent ne fait pas le bonheur, et que donc si vous êtes quelqu'un qui veut être heureux, comme tout le monde finalement, il vaut mieux que vous restiez pauvre. Hein. Donc ça c'est le message qui est véhiculé par les médias. Ce qu'il faut bien comprendre, alors pourquoi ils véhiculent ce média? Parce que quand les gens restent pauvres, eh bien ils sont finalement dans un état de précarité, ça les oblige à rester esclaves du système, et donc ça les rend beaucoup plus faciles à contrôler, et ça les oblige à rester dans la rat race, c'est-à-dire la course économique sans fin, qui veut qu'une personne ne devienne jamais libre financièrement et soit obligée de travailler finalement toute sa vie, jusqu'à la retraite, où elle restera pauvre. Voilà, donc c'est pour l'État, ça permet en fait de contrôler sa population et de garder son contrôle, son pouvoir. Voilà. Alors pourquoi? Parce que ce qu'on constate, c'est que les riches, une fois qu'ils obtiennent la liberté financière, ce que les Anglais appellent la fuck you money, c'est-à-dire que
comme l'illustrait si bien la pub du loto, hein. Quand un salarié qui gagnait au loto devenait enfin lui-même et allait dire à son patron d'aller se faire un 1, eh bien, ce qu'on constate, c'est que quand les riches deviennent libres financièrement, eh bien, ils finissent par partir, hein. Une fois que vous gagnez bien votre vie, mais que vous constatez que l'État vous prend 75 ou 80%, au bout d'un moment, vous vous posez la question de savoir est-ce que ça vaut le coup finalement de rester dans un pays qui vous taxe autant. Et est-ce qu'il ne vaut pas mieux aller ailleurs et revenir de temps en temps en France pour les vacances, pour voir la famille, etc. Donc, tout le monde le fait, mais ce qu'on peut constater, c'est que la majorité des gens qui deviennent libres financièrement finissent par partir. Et ça, l'État n'aime pas, parce que quand un riche part, eh bien, c'est embêtant, il paye plus d'impôts sur place, il consomme moins, on ne peut pas le contrôler, c'est pénible. Voilà. Alors, les médias, le problème de la majorité de la population, c'est qu'ils se fient aux médias. Ils regardent la télé, ils ont leurs journaux préférés, leur site internet préféré, alors que les médias ne sont pas du tout impartiaux, ils ne sont pas du tout là pour le bien de la population, ils ne sont pas là pour vous informer, ils sont là pour obéir à leurs maîtres. Alors qui sont leurs maîtres? Eh bien, ce sont des multinationales et l'État. Pourquoi? Parce que l'État subventionne quasiment tous les médias. Alors, que ce soit les journaux, les télés, voilà, tous les médias, les grands médias sont subventionnés. Ce qui est assez ironique finalement, parce que ça revient à faire payer donc l'ensemble des contribuables français pour ces grands médias. Et donc quelqu'un qui achète par exemple le journal Le Monde, eh bien il paye 2 fois, hein, une fois avec ses impôts et une fois en achetant le journal. Et évidemment, si l'État subventionne ces médias, c'est pas pour rien, hein, c'est pas juste pour donner de l'argent comme ça, c'est une forme de contrôle, puisque la plupart de ces médias aujourd'hui sont déficitaires et fermeraient sans l'aide de l'État. Alors par qui sont contrôlés ces médias? Eh bien, ils sont contrôlés toujours par les mêmes, hein, par des multinationales, elles-mêmes contrôlées par des actionnaires qui sont toujours les mêmes. Et finalement, cette multiplicité de médias, c'est comme les marques de produits. La multiplicité donne l'illusion d'un choix et d'une impartialité. Si vous entendez la même information sur toutes les chaînes télé et sur tous les journaux, etc., eh bien, vous finissez par croire à cette information du fait de la multiplicité des sources. C'est une manipulation psychologique basique, mais qui fonctionne et qui a permis d'ailleurs à chaque président d'ailleurs d'être élu malgré leur médiocrité. Voilà. Et comme ça ne suffit pas de contrôler via les médias aujourd'hui, eh bien on a de plus en plus un contrôle aussi de la liberté d'expression, avec la loi Hadopi notamment, qui permet finalement au gouvernement d'avoir accès à toutes vos conversations, qu'elles soient téléphoniques, qu'elles soient en ligne, à toute votre navigation internet, à tous vos SMS, etc. Enfin, le quatrième racket, dont j'ai déjà parlé dans les 3 premières vidéos investisseurs pro, c'est évidemment le racket financier. À chaque fois que la banque centrale ou les banques commerciales créent des euros à partir de rien, eh bien, cela diminue la valeur des euros des épargnants, de ceux qui ont l'épargne, des salariés qui perçoivent des revenus en euros. Tout cet argent créé, en fait, à qui il profite? Eh bien, il profite à ceux qui sont
proche du robinet. Donc les premiers, évidemment, ce sont les banques, hein. Ce sont elles qui créent l'argent et qui le distribuent et qui en profitent. Le deuxième acteur, c'est l'État, les États, hein. Donc l'État français, mais également les autres États. Et le troisième acteur, qui en profite aussi, ce sont les multinationales, qui ont accès au marché financier en premier. Et donc le pigeon, c'est celui qui est tout au bout de la chaîne. Donc c'est l'épargnant de base, le travailleur de base. Voilà. Moi j'appelle ça l'oligarchie. J'en parle plus en détail pour savoir qui est derrière dans le module géopolitique. Et puis ça profite également aux 1%, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans les banques, mais à un niveau assez élevé, les hauts fonctionnaires, ceux qui travaillent dans les multinationales à un niveau assez élevé. Tout cela finalement en profite aussi indirectement, mais à un moindre niveau. Voilà. Alors, l'argent créé, quand il y en a qui s'appauvrissent et il y en a qui s'enrichissent, hein, et vice-versa. Et donc ceux qui s'appauvrissent, c'est tout le reste de la population, donc c'est les 99%. Et ce qui est, donc, pour résumer encore une fois, donc vous travaillez, l'État vous ponctionne, vous consommez, l'État vous ponctionne, et ça atterrit dans les caisses des multinationales, voilà. Et ce que vous avez finalement réussi à épargner, perd de sa valeur à cause de la création monétaire et de la perte de valeur des monnaies. Et tout cela encore au profit des mêmes. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'on est rentré donc depuis 2008 dans la phase exponentielle. Donc je vous rappelle, une courbe exponentielle, ça démarre doucement, c'est assez plat. Et puis il y a une phase d'accélération où on commence à aller vers les 45 degrés de pente et puis on finit par une pente quasiment verticale. Et donc on est dedans, hein, comme vous pouvez le voir là avec la masse monétaire du dollar et de l'euro, qui sont les deux monnaies les plus importantes aujourd'hui, avec un accroissement monétaire. Et donc quand ces banques centrales créent des trilliards de dollars ou d'euros à partir de rien, il faut bien comprendre qu'en réalité, ça enrichit ceux qui sont près du robinet et ça vous appauvrit quand vous êtes loin du robinet. Alors, moi c'est ce que j'appelle le grossissement de la masse monétaire, c'est ce que j'appelle l'inflation. C'est pas l'inflation des prix, c'est l'inflation de la masse monétaire. L'impact sur vos finances à vous, c'est que ça fait perdre la valeur de la monnaie. Ça fait, au bout d'un moment, augmenter les prix à la consommation. Et ça fait également augmenter vos impôts. Les impôts que vous payez directement ou les impôts que vous payez indirectement quand vous consommez. Pour les entreprises, l'inflation c'est plutôt bon pour les multinationales car ça leur permet d'avoir des coûts plus bas au niveau des salaires notamment. C'est mauvais pour l'emploi parce que les multinationales délocalisent. Et par contre, c'est aussi mauvais pour les entreprises locales et les entreprises importatrices, puisque ça fait augmenter le coût des matières premières, notamment, et du pétrole, par exemple. Alors, il peut arriver que dans le système, à un moment donné, le système n'arrive pas à créer assez de monnaie, et qu'il y ait plus de monnaie qui soit détruite que créée. Et donc, on rentre dans ce qu'on appelle une période de déflation. On a connu de manière brève en 2008-2009 et qui a mis le système par terre, qui a été sauvé par les États, donc par vos impôts. Et à un moment donné, quand le système n'arrive plus à créer d'inflation, suffisamment d'inflation, de création monétaire, on rentre en déflation, et là, c'est là où ça devient très dangereux, puisque ça entraîne des faillites bancaires, notamment comme en 2008-2009. Et on sait que la prochaine faillite bancaire, les banques ne seront pas sauvées par les contribuables, mais seront sauvées par la confiscation de l'épargne des épargnants, des déposants. Faillite bancaire entraînera faillite des assurances,
qui entraînera également la faillite des États, avec notamment l'augmentation des taux d'intérêt et donc de la charge de la dette. Ce qui entraînera, ce qui entraîne déjà l'augmentation des impôts et la baisse des prestations sociales de l'État, notamment les retraites. Alors, si je résume cette vidéo, sur les 100 € qui sont payés par l'entreprise pour payer pour votre salaire, l'État en prend au minimum 50. Et donc, il vous en reste 50 au maximum. Sur les 50 € qu'il vous reste, la vie étant de plus en plus chère, vous en consommez, allez, disons 40, pour ceux qui arrivent à épargner 10%, 10 de leurs revenus, 20% des 50. Sur les 40, il y en a 20 qui partent à l'État, en gros, et 20 qui partent dans les poches, dans les dividendes, donc dans les poches des actionnaires des multinationales. Et sur les 10 que vous arrivez à épargner en tant que bon épargnant, eh bien, ces 10-là perdent de la valeur chaque année à cause de la perte de valeur des monnaies. Et lors de la prochaine crise bancaire, eh bien, les 10 que vous aurez épargnés vous seront tout simplement confisqués de manière tout à fait légale à cause de la loi sur le bail-in qui est entrée en vigueur. Donc, c'est pas très drôle tout ça. Si on regarde d'un point de vue graphique, la conséquence de tout ça, eh bien, sur ce graphique qui date un peu puisqu'il s'arrête à 2007, mais depuis 2007 c'est encore pire, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement vous avez une toute petite minorité, les 1%, qui s'enrichissent, la classe moyenne qui arrive à maintenir le niveau avec l'inflation plus ou moins, souvent en ayant par exemple acquis des actifs, hein, par exemple la résidence principale ou l'immobilier locatif, des actions, des choses comme ça, et la classe la plus modeste qui elle s'appauvrit, tout simplement parce qu'elle n'arrive pas à épargner par exemple, ou elle épargne très mal, en épargnant par exemple sur les livrets bancaires, et donc elle perd par rapport à l'inflation, et en termes réels elle s'enrichit. Et donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y aura pas de juste milieu. Il y aura soit des gens qui vont s'enrichir, c'est une minorité, soit des gens qui vont s'appauvrir. Et donc la marée monte, si vous voulez. Ceux qui s'appauvrissent le plus, évidemment, ce sont les plus démunis. Mais la marée monte et ça va être de plus en plus les classes moyennes, ou qui étaient considérées comme classes moyennes, qui vont rentrer dans la pauvreté. Et je vous ai mis donc un certain nombre de vidéos sous cette vidéo qui démontrent bien que c'est une réalité dans plusieurs pays, en France également. Là, les retraités commencent à protester dans la rue, ce qui ne sert à rien, malheureusement. Mais ils rentrent dans la catégorie des classes moyennes qui est en train de rentrer dans la pauvreté. Quelqu'un qui a une retraite de 680 € par mois, même si vous êtes deux, ça vous fait guère qu'un SMIC, je veux dire. Donc ils ont eu la chance pour la plupart, la bonne idée d'avoir leur résidence principale, ce qui leur permet de survivre. Mais ceux qui n'ont pas leur résidence principale, par exemple, sont déjà dans la panade. Et plus on est dans cette courbe exponentielle, et plus les événements vont s'accélérer, et plus il va y avoir de gens qui vont rentrer dans la pauvreté. Voilà. Alors la réalité est pire que ça. En réalité, c'est pas là ils ont mis ça, ce sont les chiffres officiels, hein, le top 1%, etc. La réalité, et j'en parle dans le modèle géopolitique, c'est que c'est 0,0001% de la population qui contrôle quasiment le reste du monde et qui bénéficie de tout ce système que je viens de vous décrire. Alors en conclusion, je dirais que vous avez, vous et moi d'ailleurs, on a tous 4 plus 1 ennemi, dont j'ai parlé après, mais les 4 ennemis, évidemment c'est l'État, hein, il organise un racket fiscal d'une ampleur hallucinante, mais il fait en sorte que les gens ne s'en rendent pas vraiment bien compte, hein, puisque la majorité
des gens ont bien conscience effectivement de payer l'impôt sur le revenu, mais la plupart des gens n'ont pas la conscience du coût salarial, des charges sociales, qui sont un impôt en fait sur le travail, et qui sont énormes. Et donc tout est fait en fait, et je dirais le prélèvement à la source de l'impôt rentre aussi dans cette stratégie de l'État, de faire en sorte que les gens ne se rendent pas compte des montants qui sont prélevés sur leur salaire et leurs revenus. Voilà. C'est l'objectif du prélèvement à la source, c'est de faire en sorte que les gens ne se rendent pas compte. Voilà. Le deuxième ennemi, ce sont les médias. C'est un ennemi beaucoup plus insidieux parce qu'il participe à une propagande d'État pour faire passer l'agenda de l'État et faire accepter finalement aux gens de rester dans la rat race et de continuer à pédaler et à produire finalement pour l'État. D'ailleurs, le film Matrix est intéressant, c'est pour ceux qui ont vu le film Matrix, parce que il donne une représentation physique de l'exploitation de la matrice des gens, en fait des individus, par la matrice. C'est-à-dire que les gens dans ce film-là sont carrément dans des bulles, en fait, et leur énergie est pompée par des machines pour nourrir la matrice. Voilà, c'est une métaphore, une représentation physique de la réalité du système actuel. Le troisième ennemi, ce sont les multinationales, qui ont une puissance qui deviennent de plus en plus en concurrence avec les États, et dont l'objectif est de contrôler finalement, d'avoir le monopole de la consommation des populations, avec de moins en moins de multinationales pour contrôler l'ensemble du marché. Voilà. C'est l'objectif d'une multinationale, c'est d'avoir un monopole et d'absorber toute la consommation sur un certain marché. Et enfin, le quatrième ennemi et parasite, c'est évidemment le système financier, qui permet finalement de pomper là aussi la richesse des populations et remonter toute cette richesse vers une toute petite minorité. Alors, le problème, c'est que en tant qu'individu, on n'a pas vraiment le contrôle sur ces quatre pouvoirs qui sont beaucoup plus puissants que nous. On a vu, on voit régulièrement, enfin, les élections sont finalement contrôlées par les médias et il suffit de convaincre finalement 10% de la population pour obtenir une majorité et élire un candidat. Les médias, on ne les contrôle pas. Les petits médias indépendants comme moi, on leur tape dessus et puis on essaye de les faire taire. Les multinationales, elles ont un pouvoir de plus en plus important. Elles profitent des différentes réglementations pour tuer toute la concurrence, et notamment la concurrence des petits. Le système financier, on ne le contrôle pas du tout non plus. Et donc finalement, la seule chose qu'on contrôle, c'est nous-mêmes. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait un cinquième ennemi. C'est souvent c'est les gens eux-mêmes, à cause de l'ignorance, de la paresse, des fausses croyances inculquées par les médias, l'éducation, etc. Et ce qu'on constate, c'est que finalement, la majorité des gens ne font rien et se réveillent trop tard. Voilà. C'est le cas dans toutes les vidéos que je vous montre ci-dessous, de tous ces gens-là, qui n'ont rien vu venir et qui se réveillent le jour où la situation est déjà désespérée et où ils ne peuvent plus rien faire. C'est le cas en Grèce, au Venezuela, enfin partout. C'est le cas en France, par exemple, avec les retraités qui se réveillent au moment où c'est trop tard, où ils sont trop vieux, ils n'ont plus les moyens d'épargner ni d'investir.
Et donc ça, c'est malheureusement le constat. C'est que la grande majorité ne fait rien et préfère se divertir plutôt que de s'instruire, plutôt que d'entreprendre, plutôt que d'investir. Donc j'espère que ce n'est pas votre cas. Si vous êtes là en train de me regarder, normalement c'est que ce n'est pas votre cas. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que soit on peut décider de rester une victime du système, soit on peut décider de prendre le contrôle de sa vie, de ses finances, de ses revenus, et de s'enrichir. Et s'enrichir, ça s'apprend. Ça s'apprend pas à l'école, ça s'apprend pas vraiment dans les bouquins, ça s'apprend pas dans les médias mainstream, ça s'apprend pas dans les multinationales non plus. S'enrichir, ça s'apprend auprès des gens qui se sont déjà enrichis, qui ont compris, compris comment ça marchait. Pour s'enrichir, il y a plusieurs étapes. Je vais les scinder. La première étape, déjà, c'est de comprendre. C'est comprendre le système dans lequel on évolue, qu'il soit financier, politique, économique, médiatique. Ensuite, il y a des règles. Il y a des règles d'enrichissement. C'est pour ça que dans la formation Investisseur Pro, le premier mois est consacré vraiment aux règles d'enrichissement. C'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Parce que finalement, dans notre vie de tous les jours, on prend des décisions tous les jours. La plupart des gens ne prennent pas de décision d'ailleurs, et c'est une décision en fait par défaut. Et il y a des décisions qui enrichissent, des décisions qui appauvrissent. Donc si vous ne savez pas laquelle vous enrichit, laquelle vous appauvrit, vous êtes probablement dans des décisions d'appauvrissement dont l'effet se fait sentir avec les années et la dégradation de l'environnement économique. Il y a des règles d'investissement également, des règles d'investissement, c'est-à-dire quand on décide de faire un investissement, quels sont les paramètres que l'on doit prendre en compte. Et la plupart des gens rêvent du loto en fait, quand ils investissent, ils veulent miser sur le bon cheval, en rêvant que cet investissement fasse de bonnes performances, mais en général ils écoutent les médias et donc ils sont toujours en retard d'un train et se font avoir, ils investissent toujours au mauvais moment. Voilà, donc ça c'est la première étape, comprendre le système, les règles d'enrichissement, les règles d'investissement. La deuxième étape, c'est de définir une vision personnelle. Chacun a une situation qui est différente des autres, et a des objectifs de vie différents, a des capacités différentes, a des désirs différents, et donc il est nécessaire d'avoir une vision, aussi bien je dirais pour sa vie, mais au minimum pour ses finances. Voilà, je ne sais pas qui a dit là où il n'y a pas de vision, on périt, ou un truc comme ça. Voilà, si vous n'avez pas de vision, eh bien, ça veut dire que c'est le système qui va décider pour vous. Et je vous invite à regarder les vidéos ci-dessous pour voir où mène le système actuel. Voilà. Donc, pour contrer cela, il faut avoir sa propre vision, déterminer sa vision. Et donc ça aussi, dans le premier module de la formation Investisseur Pro, je vous donne une méthode pour définir une vision qui soit à la fois ambitieuse mais réaliste et réalisable. Une fois qu'on a une vision, qu'on connaît les règles, eh bien, on prend des décisions, des petites décisions, des grandes décisions, pour aller vers sa vision. Une fois qu'on a pris des décisions, eh bien, il faut rentrer dans l'action pour obtenir des résultats. C'est pas tout de comprendre le système. Il y a des gens qui comprennent le système mais qui ne font rien ou qui prennent de mauvaises décisions et ça aboutit au même résultat finalement, voire pire. Voilà. Donc ce sont les étapes indispensables pour s'enrichir et devenir libre financièrement. Voilà, donc c'est l'objectif vraiment affiché de la formation Investisseur Pro, c'est d'apprendre à devenir libre financièrement et si possible même géographiquement et également libre de son temps. L'avantage d'être libre financièrement, je ne vais pas vous résumer les avantages, j'imagine que vous les connaissez, vous les imaginez. Il y a un prix à payer évidemment.
quand on s'écarte du troupeau, on est rarement bien vu. Mais c'est quand même plus agréable d'être libre que d'être dans la roue perpétuelle du système qui oblige à courir tout le temps, à produire et à payer. Voilà. Pour moi, libre financièrement, c'est pas la finalité. La finalité, c'est d'être heureux. C'est difficile dans un monde pareil, dans un système pareil, dans un système. C'est pour ça que finalement les civilisations hors système sont certainement plus heureux que nous. Ils n'ont peut-être pas le confort moderne, ils n'ont pas internet, etc. Mais ils sont dans un système beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, beaucoup plus fraternel, ce qui permet d'être beaucoup plus heureux que dans notre système financier et économique. Mais comme on n'a pas forcément la vocation d'aller vivre dans la jungle d'Amazonie, on est un peu coincé dans ce système-là. Et être heureux dans un tel système, c'est pas facile. Mais lorsqu'on est libre, financièrement, au moins financièrement, c'est quand même plus facile. Voilà. Ça ne garantit pas, la liberté financière ne garantit pas le bonheur, c'est certain, mais ça permet des conditions, je dirais, plus favorables au bonheur. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai mis en bonus les formations Être heureux. Donc, je vous invite à regarder le programme, parce que pour moi c'est ça la finalité, la liberté financière n'étant qu'un moyen vers cette finalité. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite, si vous avez des questions, à cliquer sur le lien ci-dessous pour me poser vos questions et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Et je vous invite à regarder les vidéos ci-dessous de tous ces gens qui n'ont pas pris de décision, qui ne se sont pas formés, qui n'avaient pas de vision et qui subissent le système de plein fouet et qui finissent dans des situations difficiles. Alors c'est un peu déprimant, mais l'objectif c'est pas de vous déprimer, c'est de vous donner un petit coup de pied dans le, voilà, hein, dans le derrière pour vous pousser à l'action et vous former, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes d'ailleurs. Si c'est avec moi, tant mieux. Je pense que voilà, vous pouvez regarder les témoignages, la formation, les formations que j'ai créées sont de bonne qualité et on satisfait en tout cas les participants. Et je pense que elles vous satisferont aussi et vous aideront à avancer sur ce chemin qui est un long chemin. C'est pas un sprint. Hein. La liberté financière, c'est pas un sprint. Les gens rêvent de la magie du loto. Ils achètent, ils mettent 2 € et puis ils en gagnent 10 millions. Quoi. Non. Construire sa liberté financière, c'est un programme d'adulte qui nécessite parfois de prendre des décisions difficiles et qui demande de l'énergie et du temps. Mais si vous avez l'énergie et la patience, il vous faut également le savoir-faire, le savoir-être pour mettre en place les bonnes actions pour construire cette liberté financière. Donc il y en a, ils mettront peut-être 5 ans, il y en a qui mettront 10 ans, d'autres qui mettront 20 ans, d'autres 30 ans, peut-être qu'il y en a qui n'y arriveront jamais, mais ce que je peux garantir, c'est que cette formation va vous aider à aller dans la bonne direction, à poser les bases solides et à construire petit à petit cette liberté financière si précieuse et à mon avis de plus en plus indispensable dans un système qui va devenir de plus en plus totalitaire et où justement on aura de moins en moins de liberté et donc
prendre un peu d'avance et mettre en place un cadre de vie, des investissements, un système qui vous permet d'être libre de choisir le travail que vous souhaitez faire, le lieu où vous souhaitez habiter et comment vous utilisez votre temps, je pense que ça n'a pas de prix. Voilà, donc merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Et ceux qui vont s'inscrire à la formation, je vous dis à l'autre côté du miroir. Et puis aux autres, je vous invite à vous former autrement et à avancer vers cette liberté financière. Merci et à bientôt.